À présent, le journal en français avec Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir Aram. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce vendredi? Oui, comme dans Soir d'Info, on parlera beaucoup d'enseignement supérieur avec l'orientation des nouveaux bacheliers. Également la marche de la société civile pour de meilleures conditions de détention des prisonniers. C'est tout de suite. Au sommaire de cette édition, des membres de la société civile dans la rue cet après-midi pour exiger de meilleures conditions de détention des prisonniers. Un peu plus tôt dans la journée, le garde des Sceaux a annoncé pour bientôt une modification du code pénal et du cadre de procédure pénale. Le SAES réagit favorablement à la décision d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans le public. Le responsable de Campus N, lui, rassure les nouveaux bacheliers déjà inscrits sur la plateforme. On en parle dans cette édition. Et puis rassemblement de protestation des parents d'élèves expulsés à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. C'était devant les locaux de l'établissement scolaire. Ils soutiennent que ces élèves ont été exclus contrairement aux assertions de la direction. Et puis sur l'international, Robert Mugabe tire sa révérence à l'âge de 95 ans. Le parcours de ce dictateur révolutionnaire qui a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans. C'est à suivre également dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Y'en a marre, Frappe France dégage et des droits de l'homiste dans la rue pour exiger de meilleures conditions de détention des prisonniers. Guy Sagna et compagnie prônent une bonne politique préventive dans les prisons sénégalaises. Compte rendu de cette marche signé Mohamed Samb et Ababakar Kamara. Pas d'embouteillage habituel sur les allées du Centenaire, une forte présence des forces de défense et de sécurité. Activistes, population et droits de l'hommiste ont investi les rues pour décrier les mauvaises conditions préventives auxquelles font face les détenus. Il faut que l'État du Sénégal, à travers sa justice, recrute les 600 magistrats qui manquent dans la justice pour qu'il n'y ait pas autant de longues détentions préventives. Pour les droits de l'hommiste, il est urgent de désengorger Rebeuss, mais aussi redéfinir la politique carcérale au Sénégal. Si aujourd'hui nous voulons définitivement régler la question des longues détentions, il faudrait revoir notre politique pénale. Notre politique pénale qui nous impose aujourd'hui à instaurer un juge des libertés. Parce que moi j'ai l'habitude de le dire, le procureur de la République c'est une partie au procès. Le procureur ne doit plus juger de la liberté des gens, de qui il va aller, de qui va aller en prison ou pas. Donc il faut instaurer un juge des libertés. Si on n'investit pas pour augmenter les infrastructures, évidemment on aboutit à des situations où les détenus sont parqués comme des esclaves dans des cales de négriers. Et cela est inacceptable aujourd'hui. Donc il faut construire une nouvelle prison. L'activiste Guy Sagna, lui, ne reçoit pas à bras ouverts la déclaration du ministre de la Justice concernant l'ouverture imminente de la prison de Sébikotane. Nous pensons que les 400 places annoncées dans 2 mois à Sébikotane pour les détenus du Sénégal sont nécessairement un pas de fait et c'est appréciable. Mais c'est très infinitésimal, c'est très insuffisant. Parce que pour ne prendre que le cas de Rebeuss, qui a été construite pour 500 détenus, aujourd'hui Rebeuss compte 3000 détenus. Donc si vous prenez aujourd'hui 400 détenus de Rebeuss, il va encore rester 2000 prisonniers de plus. C'est ça la question. C'est des mesures hardies de prendre les ressources de ce pays et de le mettre, de l'utiliser au profit du peuple sénégalais. Et dans ce peuple sénégalais, une des couches les plus vulnérables de ce peuple sénégalais, c'est les prisonniers. La politique carcérale au Sénégal fait couler beaucoup d'encre et de salive. Activistes et droits de l'homiste réclament de bonnes conditions préventives au bénéfice des détenus.
Mohamed Samb, bientôt une modification du code pénal et du code de procédure pénale. C'est une annonce du ministre de la Justice, Maître Malick Sall, s'attend à un meilleur encadrement des cabinets d'instruction pour mettre fin aux longues détentions préventives. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Thiorombar Ndiaye et Maïdoufa. Et très prochainement, vous verrez, le code pénal comme le code de procédure pénale seront modifiés pour bonifier le système judiciaire, pour mieux encadrer le fonctionnement des cabinets d'instruction, pour minimiser au maximum, pour revenir à la règle, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la prison, c'est l'exception. La règle, c'est la... Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, le syndicat autonome des enseignants du supérieur favorable à la décision du ministre de l'enseignement supérieur d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques, même son de cloche chez les parents d'élèves. Toutefois, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal a des réserves sur la concrétisation de cette initiative. Elle fustige également la démarche du ministre qui, selon son porte-parole, fait cavalier seul. On voit tout cela dans cet élément signé à Magatte Gaye et Diafaraba. Orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques, une décision du ministre de l'enseignement supérieur bien accueillie par le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Les parents d'élèves, quant à eux, ont quelques réserves sur sa faisabilité et déplorent l'absence de concertation préalable. Nous avons suivi la sortie du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation hier. Le SAES ne peut que se montrer favorable à cette décision. Nous, parents d'élèves, nous n'avons jamais été totalement satisfaits des cours dispensés dans certaines écoles privées. Une décision aussi importante devrait être partagée avec les acteurs. Depuis que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a pris service, il n'a jamais reçu les parents d'élèves. Compte tenu du nombre pléthorique d'étudiants dans les universités publiques, le SAES et l'UNAPES évoquent la capacité d'accueil de ces universités comme principale entrave à l'aboutissement de cette initiative. Actuellement, les universités qui fonctionnent n'ont pas la capacité d'accueillir, en plus de leur effectif, plus de 52 000. Je pense qu'une telle décision devrait être, n'est-ce pas, au moins retardée d'1 an. Le SAES va demander aux différents recteurs de faire des efforts dans le budget interne, dans le budget respectif interne, pour ajouter au moins 100 autres postes afin de favoriser un climat meilleur. L'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal appelle l'État à s'acquitter de ses dettes pour permettre aux établissements privés de dispenser un enseignement de qualité aux étudiants qui y sont déjà orientés. Il y a des écoles privées qui croulent sous des dettes. Il y en a même qui sont fermées. L'État est tenu de payer les dettes à Tébor. Initiée depuis 2015 par l'État du Sénégal, l'orientation des étudiants dans les établissements privés a connu plusieurs imperfections. Ces établissements privés courent toujours derrière une dette de près de 10 milliards que l'État leur doit. Justement, cette option d'orienter des étudiants dans le privé a coûté à l'État du Sénégal depuis 2013 plus de 32 milliards de francs CFA, ajouté à une dette d'environ 16 milliards annoncée. Ce choix, les établissements privés d'enseignement supérieur critiqués dès le début, n'a pas été du tout facile pour les étudiants, souvent renvoyés. Mais le gouvernement a décidé d'arrêter la collaboration et d'orienter désormais ces étudiants dans le public. On voit cela dans ce récit signé Al-Hassan Ba. Une nouvelle option du gouvernement du Sénégal exprimée à travers le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne. Après 6 années de collaboration avec le privé, l'État du Sénégal décide d'arrêter d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Ce choix datant depuis 2015, c'est-à-dire l'orientation dans le privé, a coûté à l'État du Sénégal des milliards. À côté, c'est aussi des investissements consentis pour la construction d'infrastructures pour capter cette masse de bacheliers qui ne cesse d'augmenter chaque année.
L'on se rappelle de cette déclaration de l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, devant les parlementaires lors de l'examen du projet de budget 2019 du dit ministère. Il disait, je cite, « Depuis 2014, l'État a versé la somme de 31 569 238 167 francs CFA aux universités privées. De 2013 à 2018, 47 427 nouveaux bacheliers ont été orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur. L'État paye tous les étudiants de premier cycle la somme de 400 000 francs CFA par an et que seuls les 10% des titulaires de la licence sont sélectionnés pour le master, avec un montant de 600 000 francs CFA par an et par étudiant. » Fin de citation. Des sommes énormes si l'on sait qu'à côté, des chantiers sont engagés. L'État reste confronté à des difficultés de paiement d'une dette de 16 milliards annoncée aux établissements privés. Le ministre Cheikh Omar Anne hérite de cette situation, une situation pas du tout facile pour ses étudiants qui se voient tout le temps renvoyés au finish, perdus ou même désorientés, même si des assurances sont données par le ministre sur le paiement intégral de la dette d'ici 2020. Pour Cheikh Omar Anne, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre dans les meilleurs délais des actions concrètes, terminer l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités ainsi que la construction et l'équipement des centres laboratoires scientifiques, déterminer et réceptionner les espaces numériques ouverts. Alassane Ba, le responsable de Campus N, lui rassure les nouveaux bacheliers déjà inscrits sur la plateforme. Pour les nouveaux bacheliers de la série STEG qui ont commencé à s'inscrire, une dérogation est bien possible à quelques jours de la clôture des demandes d'orientation. Il a rencontré nos reporters Ousmane Diallo et Pape Sangone Mbaye. Depuis quelques années, il faut obligatoirement faire un choix dans les universités publiques et privées pour voir sa demande d'orientation validée. Suite à la déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur signant la fin du partenariat avec le privé, le responsable de la plateforme Campus N rassure. On laisse les bacheliers continuer avec la même procédure, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir les deux dossiers, donc public et privé. Et lorsqu'on fera l'orientation, on ne prendra en compte que le dossier public. Donc cela nous permet de continuer la procédure qui est entamée et de ne pas trop bouleverser les choses. La clôture des inscriptions sur la plateforme, c'est le 10 septembre prochain, mais les statistiques sont déjà bonnes. Actuellement, on est à 51 000 inscriptions sur la plateforme. Donc des gens qui ont complètement fini la procédure, donc qui ont créé les dossiers aussi bien publics que privés. Sur les 58 000 bacheliers qui se trouvent dans la plateforme. Donc, les 1000 bacheliers de la série STEG n'ont pas d'inquiétude à se faire s'agissant de leur inscription. Une dérogation est envisagée. On verra d'ici mardi, en fait la fin. S'ils ne sont pas tous inscrits, on leur permettra à eux simplement de continuer en fait pendant quelques jours. Donc il se peut qu'on ait une dérogation, mais... Orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques, est-ce une bonne idée quand on sait tous les maux dont souffrent ces établissements? Nous restons toujours dans le secteur de l'enseignement avec les parents d'élèves expulsés pour port du voile à l'institution Jeanne d'Arc de Dakar qui se sont rassemblés ce matin devant l'établissement. Ils protestent contre la décision. Ils soutiennent que ces élèves ont été exclus contrairement à ce que dit la direction. Compte rendu de cette manifestation signé Garia Toufal et Gervais Yao. Le statu quo à l'institution Saint-Jean d'Arc qui n'accepte toujours pas les élèves voilés. Leurs parents, dans le désarroi, ruminent leur colère. Vraiment, je suis triste, je suis écœurée. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait depuis une semaine qu'on traîne là, dans l'espoir qu'elle laisse nos enfants rentrer en classe et travailler tranquillement, sereinement, comme tous les autres élèves. Des élèves ont bénéficié du soutien de leurs camarades qui auraient refusé de regagner les salles de classe, selon ce parent. Les autorités compétentes devraient prendre le taureau par les cornes et s'autosaisir et prendre le problème en charge et prendre des décisions. Au bout de 5 jours, aucune décision n'est prise. Les élèves sont exclus. Les autres élèves actuellement, aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier avec la fille qui a été agressée à Poste Jeanne d'Arc là-bas, les élèves ont décidé, en tout cas à l'intérieur, de ne pas regagner les classes. J'espère que ce mouvement des élèves
fera réfléchir l'institution et les autorités du pays pour que ça ne dégénère pas. Les parents d'élèves concernés par cette mesure s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants déjà dans l'angoisse. Ils s'en prennent au ministre de l'Éducation. J'ai une fille qui va faire sa terminale et une fille qui va faire sa première. Donc des classes vraiment très sensibles, des classes d'examen. Mes filles sont écœurées, sont fatiguées. Tout le monde est stressé, tout le monde est fatigué. Parce que pour eux, cette école, c'était leur famille, leur maison. Le ministère de l'Éducation nationale que vous qualifiez aujourd'hui de complice. On prend une décision, on est responsable, on l'applique. On est responsable ou on démissionne de son poste si on n'est pas capable de prendre une décision. Mais on ne fait pas un communiqué qui n'a ni tête ni queue. Des citoyens anonymes sont venus apporter leur soutien aux parents d'élèves de l'institution Saint-Jean d'Arc sous haute surveillance policière. Autre aspect de l'actualité à présent, l'association des retraités du Sénégal s'érige en bouclier contre les pourfendeurs du DG de l'IPRES. Ses membres soutiennent que ces retraités qui ont réclamé la démission de Mamadou Diagne Simbeng sont manipulés par des gens tapis dans l'ombre. Mortal Mbaye, leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. L'ARS, la section qui a dénoncé, qui a organisé cette assemblée générale n'est pas authentique. Voilà l'ARS section de Thiès authentique qui est enregistrée au BSDA. Et cette assemblée générale, nous, on n'a pas été convoqués. Vous voyez que ce n'est pas réglementaire. On devait nous convoquer en tant qu'ARS authentique. Ils ont monté un bureau parallèle, l'IPRES même, certains patrons de l'IPRES ont monté un bureau parallèle. Donc ils étaient instrumentalisés. C'est sûr et certain. Parce que moi, ce que j'ai entendu de leur déclaration, c'est que ils accusent à tort le DG Amadou Diagne Simbeng. Parce que dans leur déclaration, ils oublient que Diagne Simbeng, d'après les textes de l'IPRES, qui sont obsolètes d'ailleurs, Diagne Simbeng ne fait que exécuter, mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration. Donc, il devait s'en prendre au conseil d'administration. Et non à Diagne Simbeng. Où est donc la responsabilité du conseil d'administration dans tout ça, en ce qui concerne les bons de... 4 mois se sont écoulés depuis la suppression du poste de Premier ministre. Les appréciations diverses. Le président de l'Union sociale libérale qualifie cette réforme de grossière erreur pour le cadre de la paire Ousseynou Kassé. Il est très tôt pour tirer un bilan. Ils ont rencontré nos reporters Pape Faraning et Mohamed Dia. La suppression du poste de Premier ministre le 14 mai dernier, une réforme controversée par bon nombre d'opposants. Pour Maître Abdoulaye Tine, cette mesure est une grosse erreur de la part du président Macky Sall, qui n'a pas eu le résultat escompté. Le Premier ministre serait indispensable pour les années à venir, pour tous les régimes politiques africains, mais elle serait incontournable. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que le Premier ministre n'est plus là, le président de la République à lui seul ne peut pas être à la fois coordonnateur et animateur de l'action gouvernementale parce qu'il manque un souffle d'une certaine manière. Contrairement à lui, ce cadre de l'APR estime que cette réforme contribue à la rationalisation et s'inscrit dans le fast-track. Le président lui-même a été Premier ministre, il est devenu président de la République et il a pensé que pour des soucis de célérité et d'économie aussi, il fallait procéder à la suppression de ce poste. Il a enclenché une batterie de mesures pour que l'administration sénégalaise soit plus efficace. Vu la marche actuelle de la nation, le président de l'USL prône la restauration du poste de Premier ministre. Ousseynou Kassé, lui, demande un peu de patience pour constater le résultat. Les lenteurs sont visibles. Aujourd'hui, nous avons vu les accidents de la route.
Nous avons vu les inondations, je l'ai dit tout à l'heure, et nous avons vu aussi le problème au niveau de l'éducation. Bientôt, ça va être la rentrée, et tout cela, bien sûr, même un hyper-président ne peut pas à la fois définir et avoir la présence. Tout le monde disait que voilà, il va avoir une surcharge. Il l'accepte. Cela montre son engagement aussi pour le peuple sénégalais. Je pense que c'est trop tôt. Il faut l'encourager. 4 mois après la suppression du poste de Premier ministre, si certains pensent qu'un moyen important manque à la chaîne, les partisans du président de la République soutiennent qu'il est très tôt de tirer un bilan. La plateforme Filles Sénégal, elle prône une vraie concertation pour un consensus populaire sur les questions des ressources humaines, des ressources naturelles plutôt, à l'image du pétrole et du gaz. Réunis ce matin pour se pencher sur la problématique, ses membres jugent primordial de suspendre les contrats nébuleux, les contrats pétroliers et gaziers. Compte rendu signé Koumba Matelot et Diafaraba. L'or, le fer, le gaz et le pétrole sont des ressources pour les Sénégalais. Une croyance de la plateforme Filles Sénégal qui exige une rétribution équitable. Les citoyens sont propriétaires des ressources naturelles et sont propriétaires des revenus qui vont être générés par ces revenus. Ces revenus, nous avons fait les calculs, s'élèveront à peu près à 6 600 milliards chaque année dans les 50 prochaines années. Même si on garde que les 2 tiers, c'est 4 400 milliards. Ça veut dire que chaque famille aura droit à l'équivalent de 2 millions chaque année. Évoquant une nébuleuse autour des contrats pétroliers et gaziers, Filles Sénégal réclame la suspension des accords. Nous sommes allés au niveau de la Cour suprême et le juge a dit les actes de faux que vous poursuivez, il les a pas niés. Il a dit vous avez dépassé le délai de 2 mois. Donc il a fait une mauvaise application, une mauvaise interprétation de ce délai de 2 mois, parce que quand on poursuit des actes de faux, il n'y a pas de délai. Deuxième chose, il dit on ne peut pas vous entendre parce que vous êtes des citoyens. Or, nous avons dit, nous ne venons pas juste comme citoyens, nous venons comme propriétaires des ressources naturelles. C'est un droit qui est dans la Constitution. D'ailleurs, face à l'irrecevabilité de la plainte par la Cour suprême, il compte passer outre pour obtenir gain de cause. Nous allons introduire un appel au Conseil constitutionnel en demandant au Conseil constitutionnel de dire aux juges administratifs que M. Amadou Gueye et M. Moussa Mal, qui ont introduit le recours, l'ont fait sur la base de leur qualité de propriétaire des ressources naturelles et que le juge administratif, lui, tenu aussi de respecter la Constitution, ne peut pas violer nos droits. La plateforme Filles Sénégal compte mener le combat jusqu'au bout afin que tout Sénégalais puisse en bénéficier. Koumba Matelot, nous parlons à présent de l'hivernage à Kaffrine. Après la pause pluviométrique, les paysans du Ndoukoumane restent optimistes et espèrent un bon rendement. Les cultures ont connu un développement satisfaisant, comme vous allez le remarquer dans cette correspondance signée Oumar Ndiaye. L'étude était le sentiment le mieux partagé chez les paysans du Ndoukoumane en ce début d'hivernage. Effectivement, certains ont eu la chance, pour d'autres les semis n'ont pas germé quand même. Mais avec l'abondance des pluies enregistrées en milieu de saison, l'espoir est permis. Un hivernage sans problème, c'est pratiquement impossible. Mais à l'état actuel d'avancement des cultures, nous pouvons quand même avoir de l'espoir. Les épis de mil et de maïs visibles et les cultures d'arachides fleurissantes témoignent d'une bonne pluviométrie. Nos premiers semis, ça date du 30 juin. Donc actuellement, on est à 2 mois de culture. Presque toutes les spéculations confondues, sauf le sésame et le niébé. On est actuellement en phase de génosphorisation pour l'arachide et en phase d'épaissement pour le mil. Donc vraiment, sur le plan culture, on n'a pas noté de parasitisme dans la zone. Donc tout se passe très bien actuellement. Pour les 2 derniers jours, on a enregistré ici à Nganda presque 91 mm de pluie. Donc on espère bien avoir de bons rendements pour le mil et l'arachide. Pour Pape Diané, un des paysans partenaires d'Anassim, les paysans doivent désormais prendre en compte le facteur des changements climatiques. Il va falloir impérativement prendre en considération l'information climatique. Nous travaillons avec la météo qui nous donne les prévisions saisonnières. Et si des décisions sont prises et basées sur
cette information, je pense qu'on pourrait adapter l'agriculture au changement climatique afin d'avoir une meilleure sécurité alimentaire. Sauf le département de Malem Hodar, qui a connu le plus grand retard pluviométrique partout dans le Ndoukoumane, les récoltes ont connu une bonne croissance. Omar Ndiaye, après les inondations qui ont frappé la commune de Sédhiou, la brigade régionale du service d'hygiène a remis des kits sanitaires aux sinistrés, des comprimés pour filtrer l'eau des puits avant la consommation, et plusieurs autres activités sont menées pour éviter les maladies. Bakary Kanté, Khalid Yamé. Après les inondations qui ont frappé la commune de Sédhiou, le service d'hygiène mène une sensibilisation auprès des sinistrés pour éviter des maladies. Pour prévenir d'éventuelles infections, donc le service d'hygiène a jugé nécessaire de faire un tour dans la ville pour recenser les maisons dans lesquelles l'eau a eu à passer, à séjourner quelques instants avant d'être évacuée, pour offrir des kits d'hygiène. Nous avons eu à remettre 38 kits d'hygiène dans la commune. Capitaine Amadou Sarr, chef du service régional de l'hygiène, donne des recommandations aux sinistrés. Un comprimé Aquataps pour 20 litres d'eau, attendre 30 minutes. Au cas échéant, si vous n'avez pas le comprimé Aquataps, il y a le chlore, 8 degrés, donc deux couvercles pour 20 litres et attendre 30 minutes avant de consommer. C'est la seule solution et le seul moyen de lutter contre les maladies d'origine hydrique. Le service d'hygiène attend l'appui des autorités locales pour préparer l'ouverture des classes. Presque on est au mois de septembre, bientôt au mois d'octobre, l'ouverture des classes, et on dit le slogan Ubité Djangutei, et vaut mieux prévenir que guérir. C'est dès maintenant, avec le produit qu'on peut voir avec les ASC, nettoyer les écoles, et le service passe pour faire les mesures de prophylaxie. Donc c'est en ce moment-là, nous lançons un appel aux autorités administratives et locales de doter du produit phytosanitaire auprès des chefs de sous-brigade Bunkiling, Sédhiou et Goudomp, au moins pour prendre les devants. Les agents du service d'hygiène de Sédhiou continuent la sensibilisation pour une meilleure santé des populations. Et puis sur l'international, Robert Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans, le président zimbabwéen l'ex-président zimbabwéen plutôt, avait passé 37 ans au pouvoir. Il était considéré comme un révolutionnaire, mais également un dictateur. Son parcours dans cet élément signé Mouloufal. Robert Mugabe, un nom qui faisait frémir des Zimbabwéens. Mugabe le tyran, Mugabe le dictateur, disaient certains, qui d'ailleurs parlaient de sa longévité à la tête du pays pendant 37 ans. Formidable dirigeant, il avait su instaurer une politique de réconciliation au nom de l'unité de son pays, ce qui lui avait valu des louanges dans toutes les régions zimbabwéennes. Chef de la guérilla qui mène sa contrée vers une indépendance en 1980, très stratège, il a offert des postes ministériels clés à des Blancs et avait même autorisé Ian Smith à rester dans le pays. Faisant partie des plus diplômés d'Afrique d'alors, Mugabe apparaît comme un dirigeant modèle. Révolutionnaire dans l'âme, il faisait progresser son pays en 10 ans, une progression à pas de géant. Mais son côté sombre, il avait une main très lourde contre ses opposants. Mugabe envoie l'armée en 1982 dans la province dissidente de Matabeleland, située dans le sud-ouest du pays et terre des Ndebele. Une répression brutale qui a causé 20 000 morts. Affaibli politiquement et lâché par l'armée, après avoir limogé son vice-président en 2017, le plus vieux chef d'État en exercice est acculé à la démission à l'âge de 93 ans. Mugabe quitte ainsi son fauteuil présidentiel. Il avait comme unique obsession le pouvoir, un pouvoir qu'il avait même promis de fêter à ses 100 ans. Né le 21 février 1924, Robert Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans. Au mot de Navetan, avant de clore cette édition phase nationale à Lougaï, Motogne de Ziguinchor et Ersan de Thiès vont s'affronter en finale ce samedi. Ces deux équipes ont battu respectivement leurs adversaires lors des demi-finales tenues hier au stade Albouri Ndiaye de Louga. La réaction des deux entraîneurs au micro de Tiermofal.
On va l'aborder d'abord avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérénité. On va prendre l'adversaire au sérieux, parce que Ersan n'est pas n'importe qui. Yamaton, je dirais qu'elle est outsider, parce que c'est notre première participation en phase nationale, je l'avais dit. On est venu en finale. Je l'avais dit la fois passée, notre objectif c'était de se qualifier en premier tour. Donc l'appétit venait en mangeant, les joueurs ont commencé à prendre l'habitude de ces moments-là. Ils se sont dit que pourquoi pas, je leur ai dit vous pouvez le faire. Heureusement pour nous, ils l'ont fait. Bravo à ces garçons. Mais je vous promets que ce sera une belle finale. Parce que Ersan joue au ballon, Yamaton aussi joue au ballon. Et je crois que si on arrive et on joue à notre juste valeur, la population va se régaler. Et je prie Dieu que je remporte le trophée. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Et en attendant...